Le média doit réunir 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Sa survie en dépend. On vous explique pourquoi. Depuis 8 ans, le média construit une information libre, indépendante et accessible à tous. Et tout cela a un coût. Et oui, dans un paysage médiatique de plus en plus verrouillé par quelques grandes fortunes et groupes industriels, nous avons fait un choix rare. Celui d'un média financé par son public, c'est vous, sans actionnaire. Les dons mensuels nous permettent de construire dans la durée, financer les enquêtes et les reportages, investir dans nos outils, payer les équipes, mais aussi nous aider à grandir, par exemple avec notre grand projet pour arriver sur la TNT. À l'aube de cette année cruciale politiquement pour la France que sera 2027, voulez-vous laisser l'information entièrement aux mains des grands groupes privés ou souhaitez-vous préserver des espaces médiatiques réellement indépendants? Le média a besoin de vous, alors devenez un de nos 10 000 donateurs mensuels et parlez-en autour de vous, c'est très important. Merci à tous. Alors cap sur les 10K avant le 30 juillet, on compte sur vous. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à nos sociaux, bonjour à ceux qui vont découvrir le média à travers cette vidéo. Comme vous venez de l'entendre, le média est dans un moment décisif de son histoire. Depuis plusieurs années, vous le savez peut-être, le média fabrique une autre télévision. Une télévision indépendante, une télévision qui ne dépend ni des millionnaires, milliardaires même, ni des grands groupes industriels. C'est une télévision qu'on fait tous les jours avec nos moyens, car on a envie de raconter le monde à notre façon. Ici, dans cette rédaction, tous les jours, des journalistes, des techniciens, des techniciennes, des monteurs, des monteuses travaillent pour faire vivre cette aventure hors du commun. Car il est important de rappeler, et on ne le sait peut-être pas assez, que le média est un média financé avant tout par celles et ceux qui le regardent. Et on a décidé aujourd'hui, pour une fois, de vous ouvrir les portes de notre rédaction, du média, car on parle souvent d'information, de politique, de lutte sociale, voire d'international, mais on parle très peu de nous. De comment se fabrique tout cela, que coûte un média indépendant, nos difficultés, nos ambitions aussi, car ce qu'on doit faire, nous, là, la mission qui nous est confiée, c'est de pouvoir convaincre de nouvelles personnes de rejoindre cette aventure. D'ici au 31 juillet, on doit avoir 10 000 donateurs mensuels nouveaux afin de pouvoir poursuivre cette aventure, faire que le média puisse survivre et aussi qu'on puisse, dans les années qui viennent, rentrer sur la TNT francilienne. Mais tout ceci, tout cela, on va en parler en détail au cours de cette émission. Mais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous présenter l'ensemble de la rédaction du média. Et on va commencer tout de suite avec Lisa. Lisa qui est reporter. Tu reviens tout juste de reportage. C'est ça, avec André, on est parti pendant un jour hier au sud de Valence, donc toute la journée pour un reportage qui porte sur des violences policières, donc qui sortira prochainement. Et là, cette année, indépendamment de ce sujet, Lisa, tu as couvert quel autre sujet qui t'a particulièrement marqué au cours de cette saison aux médias ? Couvert plusieurs sujets de lutte, de mobilisation syndicale, aussi de répression et de discrimination envers les gens du voyage. Qui veulent pas de gens du voyage à Deuil là-bas, ils me l'ont dit formellement. En plein hiver, par moins 4 degrés, avec les enfants, ils sont venus pour nous expulser. Ils nous ont mis toute une rangée de barrières. Mon fils de 8 ans me disait « Mais qu'est-ce que t'as fait, papa? Pourquoi la police, tous les jours, elle vient? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait quelque chose de mal ?» Je savais pas quoi lui répondre. Ils sont capables de tout. Nous, ça nous fait peur. Ça va être les sujets que je fais le plus souvent, tout ce qui est lutte et discrimination. Et juste pour savoir, parce que tu es pigiste et tu bosses aussi pour d'autres médias, qu'est-ce qui fait que le média TV, est différent de ce que tu peux voir ailleurs ou connaître par ailleurs? Les médias, comme le média, c'est quand même une richesse au niveau des angles, des sujets, des formats proposés, que ce soit au niveau des directs, au niveau des émissions plus récurrentes, des reportages. C'est vraiment le complet comme proposition en termes de format et en termes d'angle aussi. C'est quand même intéressant de pouvoir aborder tous ces angles qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc en tant que pigiste, c'est chouette de pouvoir travailler pour des médias indépendants. C'est une belle récompense de pouvoir travailler sur tout ça. Merci Lisa. On va enchaîner avec Irving qui est là-bas de l'autre côté. On le voit là-bas, qui prépare certainement, parce qu'Irving il est tout terrain, il fait beaucoup de choses aux médias. Et là, je pense qu'il doit être sur l'émission Toujours Debout. Mais surtout, ce qui m'intéresse avec Irving, c'est qu'il présente une autre émission qui s'appelle Derrière les Docs. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus et pourquoi Derrière les Docs, aux médias, a totalement sa place. Tu vois juste, je suis effectivement en train de préparer le Toujours Debout du soir. C'est vrai qu'une des grandes forces du projet éditorial du média, et ce pourquoi aussi on se bat pour que ça ne disparaisse pas, c'est le documentaire. C'est-à-dire que dans le paysage audiovisuel, à part peut-être Arte, un petit peu France 3 et LCP, il y a très peu
de chaînes de télé qui proposent du documentaire. Nous, on propose en plus du documentaire engagé et indépendant qu'on diffuse en prime time, c'est-à-dire à 21h tous les dimanches, avec une rediffusion tous les mercredis qui suit à 15h. Et il y a un documentaire justement qui t'a particulièrement marqué cette année, que tu as décidé de proposer. Cette année, alors là, je sais pas, on a presque 100 documentaires depuis que l'émission existe. S'il y en a un que tu devrais retirer comme ça, hein, juste. Je vais parler d'un documentaire qu'on a diffusé il y a assez peu de temps, qui s'appelle Bienvenue au Réfugistan, et c'est un documentaire qui suit un petit peu les camps de réfugiés de l'ONU. La réalisatrice Anne Poiret suit différents camps au Kenya, en Jordanie, et à la frontière entre la Grèce et la Macédoine, et elle constate un petit peu le traitement qui est réservé à ces migrants, entre suspicion perpétuelle et aussi manque de moyens pour donner au HCR, parce que le HCR doit aussi faire face à des juridictions locales qui ne veulent pas de ces gens-là, en fait. Donc ils restent dans ces espèces de zones molles où ils n'ont quasiment plus d'existence sociale aux yeux des États. Ils sont apatrides. Il faut absolument qu'on ait ces 10 000 nouveaux donateurs mensuels. Là, on va passer à celle qui présente aujourd'hui Toujours Debout. Sachez que l'émission Toujours Debout, ça change tous les jours ou presque. Mais aujourd'hui, c'est Lydia qui sera sur cette émission Toujours Debout. Au sommaire de cette édition de Toujours Debout, un rapide tour de l'actualité, loi d'urgence agricole, attaque contre une mosquée à San Diego et inquiétude autour de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Tu vas parler de quoi ? Alors ce soir, on a 2 plateaux de prévus. On va parler de Patrick Bruel. Donc on a ce sujet d'actualité lié au VSS. Et en deuxième partie, on a un sujet un peu technique mais qui vaut la peine. C'est sur cette loi qui a été votée à l'Assemblée nationale sur l'état d'alerte de sécurité nationale. C'est des menaces qui sont assez graves sur le droit et en gros ça élargit un peu les compétences de l'État pour décréter des mesures un peu exceptionnelles. Grosso modo, je vous ai dit que c'était technique, mais on va essayer de vulgariser ça. Lydia, qui a d'ailleurs commencé à présenter des émissions au sein du média, et notamment Toujours Debout, mais tu bosses aussi pour d'autres médias. Ouais. Pourquoi tu as choisi à un moment donné de postuler pour le média ? Qu'est-ce qu'il a de différent de ce que tu peux connaître par ailleurs ? Le média, pour moi, c'était assez important de participer à ce projet parce que c'est unique en fait en France. C'est un projet qui est totalement unique dans le paysage audiovisuel français parce qu'on est sur du direct, on est sur de la télé, on est sur de la télé engagée, puis ça matchait avec mes convictions. Donc c'est un peu le seul endroit où on peut faire ce qu'on fait actuellement en France, quoi. Et tu as également fait une enquête cette année très importante sur les municipales à Paris. Ambition personnelle, ombre de la présidentielle, alliance, trahison, coup bas, retour sur les enjeux des élections municipales de Paris 2026. Je vous invite vraiment à aller regarder cette enquête de Lydia Ménez et de Sarah Duyeux. C'est sur YouTube, vous pouvez le voir et c'est très très intéressant. On va continuer rapidement, même si avec Mr. Amine Snoussi, journaliste qui est arrivé aux médias cette saison. Justement, Amine, les saisons précédentes, tu venais comme invité. Aujourd'hui, tu es journaliste au sein de cette rédaction. Qu'est-ce qui te plaît aux médias et pourquoi tu as tenu à venir exercer tes talents de journaliste ici ? Ah, effectivement, tu fais bien de le dire, parce qu'avant, je venais soit sur des sujets politiques nationaux, soit sur des sujets politiques africaines, notamment sur le monde arabe. J'ai beaucoup travaillé avec Al Jazeera et The New Arab avant sur la Tunisie et sur le Maghreb. Et donc, c'est des sujets qui continuent de me plaire et que j'essaye de développer ici, mais d'autres sujets aussi, la politique internationale notamment. Pourquoi c'est important pour nous de les avoir absolument et quel message je préfère passer à nos gens qui nous regardent ? Parce que le système des médias indés se base beaucoup sur le don et on n'a pas de milliardaires qui ont la gentillesse de nous donner des millions et d'influer sur notre ligne éditoriale après. Donc on a besoin d'avoir une base et le don mensuel est un système qui nous permet d'être libre et d'être autonome et de proposer le meilleur contenu journalistique possible parce qu'on n'aura de compte à rendre à personne, si ce n'est nos donateurs. Est-ce qu'il y a une enquête, une interview qui te parle et que tu aimerais qu'on ressorte En vrai, le fauteuil de Philippe Poutou, c'est quand même quelque chose. Mais nous, on dit que le pire, c'est pas tellement l'abstention dans les élections, même s'il vaut mieux voter, il vaut mieux s'exprimer lors d'une élection. Le pire, c'est l'abstention dans les manifs ou l'abstention dans les luttes. La résignation, en fait. On se présente pas parce qu'on rêve d'être président. Nous, c'est une mission militante, en fait. Même à gauche, il y a des gens qui nous embrouillent l'esprit et qui nous expliquent qu'il faut être sage. Et nous, on dit non, mais on peut plus être sage maintenant. Il y a un moment donné, il faut que ça bascule et il va falloir qu'on discute clairement de comment on fait changer les choses. Parce que oui,
Il est vrai qu'Amine présente souvent, c'est pas le seul, mais souvent la nouvelle émission qui a été lancée cette année, qui est Le Fauteuil, où il reçoit une personnalité, parfois politique ou du monde artistique, qui vient parler un peu de son parcours, son histoire et de son rapport à l'actualité. Nous, on va rejoindre nos journalistes de terrain qui sont actuellement, au moment où je vous parle, à l'Assemblée nationale, Lisa Lapp et Andrei Manivit. Faire du terrain quand on est aux médias, est-ce que c'est si évident ou est-ce que c'est si simple ? C'est évident parce qu'il faut être là où on nous attend pas, c'est-à-dire sur les terrains où il y a personne, faut qu'on y soit, mais sur les terrains où il y a tout le monde, faut qu'on y soit aussi pour poser nos questions à nous. On embête un peu tout le monde, mais c'est aussi le rôle de notre métier finalement. Tu as couvert pas mal de sujets. Est-ce qu'il y en a un que tu as envie de ressortir, un des sujets que vous avez pu faire avec Andrei au cours de cette année ? Je pense que le dernier en date, c'est d'être allé à Espaly-Saint-Marcel, là où un homme raciste a tiré à la carabine sur des enfants. Ça aurait dû faire un scandale national, politique, médiatique, et en fait, c'est un peu passé à la trappe. On était en train de jouer et tout. Il a sorti son arme, il a tiré avec la carabine à plomb. Tous les étés, on se fait harceler par ce monsieur. Plusieurs fois, il a voulu nous frapper, nous insulter. On a un peu peur, on est un peu traumatisés. Personne n'est venu nous voir, on essaie. Est-ce que c'est possible d'avoir le contact de Madame le maire ? Je pense pas. On n'a plus besoin d'eux, on va se défendre seul. Nous, on est chez nous, on partira pas. On va poursuivre un peu notre tour dans la rédaction et on va aller voir l'équipe des réseaux sociaux. Car le média, c'est certes une télé, mais c'est aussi beaucoup les réseaux sociaux. Et il y a une équipe réduite, mais qui vaut la peine d'être connue. On va les voir. On est avec Adrien, Mathilda. Justement, est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites aux réseaux sociaux, parce que c'est large? La mission principale de mon travail, c'est la diffusion des contenus du média sur YouTube et sur le site du média. Donc ça passe par la réalisation de vignettes, trouver le titre, ce que je fais avec Nicolas Maillard, et la diffusion des contenus, donc nos émissions et nos directs, et de faire la promotion de ces contenus sur nos différents réseaux sociaux. Et c'est là où mon travail est complémentaire avec celui de Mathilda. Je mets en valeur ce qu'on produit pour la télé et pour YouTube, c'est-à-dire les émissions, les reportages. Et à côté de ça, je fais aussi des formats qui sont spécialement fabriqués pour les réseaux sociaux. C'est une petite équipe, vous voyez, ils sont deux. Il y a un troisième larron, Nicolas Maillard. Je dis larron, j'en parle alors que c'est quand même le responsable de la rédaction. Mais bon, voilà, on a un peu détendu aux médias. Et donc, on parlera avec lui tout à l'heure, à la fin, qui nous présentera un peu les perspectives d'avenir. Mais en tout cas, il mérite d'être connu. Il faut un gros travail. Si vous voyez tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est principalement les gens qui sont là. Donc, c'est énorme ce qu'ils peuvent faire. Donc, on a besoin de votre soutien afin de pouvoir continuer à donner de l'info sur nos réseaux. On l'a dit, notre situation financière est fragile. Et bien là, tout de suite, on va aller voir ceux qui s'en occupent, ceux qui font en sorte que le média puisse continuer à survivre. On va parler avec Diego Sio, un des membres du directoire. Et on est tout de suite avec lui dans son bureau, où là, derrière son ordinateur, il essaye de trouver les solutions pour faire en sorte que chacun puisse garder son emploi. Justement, je le disais, la situation financière du média est fragile. On fait cette émission-là en essayant d'être transparent pour que les gens puissent comprendre où on se situe. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Où on en est? La situation financière du média, elle est toujours un petit peu précaire structurellement. Nous, on a fait le choix d'une info indépendante et gratuite, ce qui est à la fois notre ADN et en même temps, ça nous expose forcément à une fragilité structurelle puisque rien n'est caché derrière un abonnement. Mais on pense que la télé, c'est un média populaire qui doit être accessible à tous et pas seulement à ceux qui peuvent se le permettre. Du coup, la situation du média concrètement, qu'est-ce que c'est? Le média, c'est 25-30 équivalents temps plein, parce qu'on parle en équivalent temps plein parce qu'on a des intermittents, on a des journalistes pigistes qui sont pas là tout le temps, etc. Ces 30 personnes, c'est pas le nombre de personnes qu'il y a en entier dans ce que j'appelle la nébuleuse, le média, puisqu'après on a plein d'indépendants qui travaillent ponctuellement avec nous, on n'a pas toujours les mêmes intermittents d'un mois à l'autre. Et en tout, la nébuleuse de médias, c'est presque 50 personnes. Donc c'est vraiment assez important. Ces 50 personnes, c'est notre pôle de dépenses principal. Est-ce que tu peux à peu près dire combien coûte une émission pour que les gens se rendent compte? Une émission, ça coûte combien à peu près? Un direct, ça coûte, en temps de travail, c'est 2 techniciens en plateau en vidéo, un ingénieur du son, un réalisateur en régie, et 2 à 3 journalistes qui travaillent une journée entière pour un direct d'1 heure.
Donc en fait, c'est 6 personnes qui travaillent pendant 1 heure, mais pour les journalistes, beaucoup plus. Donc c'est assez difficile à chiffrer parce que ça va être assez variable et que très souvent, c'est des permanents. Mais le direct, c'est ce qui est notre émission la moins chère. C'est quand même tout ce temps de travail-là à compter. Pour un reportage de 10 minutes, on est autour de 2 à 3 000 euros de dépenses. Et pour une enquête, pour une petite enquête, on serait autour de 5 à 6 000 euros. Et justement, ces reportages et ces enquêtes et ces émissions, on peut les voir sur YouTube. Sur YouTube, on est un média avec plus d'1 million d'abonnés. Est-ce que YouTube, ça nous rapporte de l'argent? Alors sur les rentrées d'argent, donc on a YouTube. Tout le reste de l'argent qui rentre dans les caisses du média, c'est les dons, c'est les abonnements ou les cotisations de sociétariat. Et le gros enjeu de cette campagne Cap sur 10K, c'est de stabiliser le modèle, d'arrêter de dépendre de ces campagnes de survie et de courir après l'argent, et de pouvoir avoir un peu de sérénité pour travailler uniquement sur notre production de contenu journalistique, sur nos recherches, etc. Et voilà, d'arrêter de courir après la carotte. Et justement, pour ça, il y a une campagne qui est lancée, on en a parlé tout à l'heure, tu viens d'en parler également. Et bien, cette campagne, elle est menée en partie par Mariem, qui vient de nous rejoindre, justement. Cette campagne-là, des objectifs cap sur les 10K, qu'on voit un peu partout, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et comment nos téléspectateurs, nos sociaux, les gens qui découvrent le média, parce que c'est surtout ceux qui découvrent le média, peuvent y participer? Cap sur 10K, c'est une campagne de mobilisation. On va mobiliser nos soutiens, notre forte communauté, mais différemment. Pas à travers le don répétitif, mais à travers cette donation mensuelle qui va nous permettre de faire nos projections. La campagne, c'est une campagne de mobilisation collective. Qui va beaucoup se reposer sur le système de relais. Donc on peut pas faire la campagne tout seul, on a besoin de la mobilisation de notre communauté pour atteindre les différents paliers. On a un palier de survie qui est très important et qui est immédiat. On a des donateurs mensuels qui ont répondu à notre appel, mais on a besoin d'atteindre les 3000 donateurs mensuels avant la fin de cette semaine, la semaine du 24, pour pouvoir sécuriser la survie du média, pouvoir maintenir nos équipes, maintenir nos émissions. Ensuite, on a un autre palier qui est le palier des 5000 donateurs mensuels. On va pouvoir préparer correctement notre audition à la TNT francilienne. La finalité de la campagne, surtout avant juillet, c'est d'arriver à ce tournant historique qui est d'avoir 10 000 donateurs mensuels, surtout pour les prochaines échéances présidentielles, et pouvoir peser médiatiquement, pouvoir prévoir les sujets à l'avance, pouvoir couvrir les sujets qu'aujourd'hui on n'arrive pas à couvrir faute de moyens. On a vraiment conçu cette campagne, les Caps sur 10K, comme une montée collective. On a besoin de vous pour atteindre chaque palier, mais aussi on compte sur vous, pas uniquement pour donner, mais aussi pour vous mobiliser, pour relayer, pour partager nos stories, nos vidéos, pour partager le QR code de donation, les liens de donation. On compte sur votre mobilisation. Oui, son énergie, sa capacité à nous mettre dans le truc, et effectivement, elle a réussi à nous emmener dans ce cap pour les 10K. Vous l'avez entendu, c'est très important pour nous. On veut que cette aventure soit collective. Cette aventure nous permettra d'arriver armés dans l'année présidentielle qui s'annonce. Vous savez que le média couvre très souvent la politique et qu'on a besoin de moyens pour pouvoir couvrir au mieux cette campagne, car c'est un tournant dans l'histoire politique française qu'on va vivre en 2027. Et le média a très envie d'y être. Et pour cela, effectivement, on a besoin de vous. Donc, cap sur les 10K. On va poursuivre un peu les coulisses du média et on va aller s'adresser à nos sociaux, à nos correspondants citoyens, tous ceux qui font en sorte que cette aventure collective puisse exister. Ah, bonjour nos sociaux. Bonjour et merci d'être avec nous, parce que je pensais qu'il était important pour cette émission spéciale campagne de donner la parole à justement ceux qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir être présents à l'antenne. Je le rappelle, le média est financé surtout par celles et ceux qui le regardent. Et j'avais envie de savoir simplement pourquoi le média est important pour vous. Et on va donner d'abord la parole à Michel, honneur aux dames. Ah ben c'est gentil, je veux bien. Je veux bien me lancer. Alors, pourquoi le média compte pour moi? Bon, il y a beaucoup de raisons à ça, mais je fais partie des sociaux, des membres fondateurs. Donc, ça commence à faire un bail maintenant que je suis fidèle aux médias. Et ce qui m'a semblé le plus important au départ, c'est que c'est un média qui est accessible à tous gratuitement. Avoir accès à une info indépendante et trouver la parole de ceux qu'on n'entend pas ailleurs,
c'est un bien précieux et c'est un luxe que certains d'entre nous peuvent s'offrir en tant qu'abonnés aux médias, à la hauteur de nos moyens, afin que le média soit accessible à tous gratuitement. Donc là, pour moi, c'était vraiment très important. Ensuite, on sait que 10 000 abonnés peuvent arriver à faire vivre le média, ce qui donne la possibilité à notre camp social d'une alternative médiatique aux médias dominants. Les infos sur les luttes, faire remonter les infos sur les luttes de nos régions dans le journal des luttes, c'est pour moi un acte militant. On en a grand besoin sur le terrain pour se rassembler, se faire connaître, s'organiser. On compare un petit peu les activités des uns et des autres dans les régions. Vous avez la particularité, vous qui êtes avec moi, vous êtes des sociaux, vous êtes aussi correspondants citoyens. Vous nous partagez quelques images des luttes qui ont lieu dans vos régions. Et donc le Journal des luttes, une émission que moi-même je présente avec Amira Benjabala, Jean-Pierre. Je vais m'adresser à Tanguy d'abord. Tanguy, est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi le média est important Sauf que je suis le média depuis 2019, je crois, en l'occurrence. L'une des premières vidéos que j'ai regardées, c'était une enquête qui portait sur Patrick Drahi, je crois. Et en fait, ce que je retrouvais, c'était à la fois des analyses politiques que on ne trouve pas à la télévision normalement, ou correspondant citoyen depuis 2023, depuis qu'il y a eu le mouvement des retraites. C'est important de pouvoir aussi que le média soit pas trop parisiano-centré ou franciliano-centré, j'ai envie de dire, pour qu'on ait un peu aussi de ce qui se passe en région, notamment pour mon cas. Je suis lyonnais, donc ce qui se passe en région lyonnaise, dans une mesure ce qui peut se passer en Haute-Savoie, parce que je viens de Haute-Savoie. Et c'est important de pouvoir visibiliser des luttes peu connues ou qui sont connues que localement et qui mériteraient d'être connues aussi au niveau national. Benjamin Florian, est-ce que tu peux me dire ce que tu trouves aux médias, ce que tu trouves pas dans d'autres médias et pourquoi tu as choisi d'être socio et aussi correspondant citoyen? Bon, alors moi je suis socio depuis le tout début de l'aventure du média, depuis 2018 donc. J'ai rejoint les socios pour parler des luttes, notamment pour faire remonter les luttes au niveau du département, chose qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres médias. Et c'est un média qui nous donne la parole aux gens qui luttent. Moi, ça me tenait à cœur de faire remonter ces luttes. Et toi, Siegfried, pourquoi le média? Qu'est-ce que le média t'apporte? Pour moi, principalement, le média, dès le départ, il y avait un manifeste qui avait été publié dans la presse et qui est toujours dans les statuts aujourd'hui du média, qui campe quand même bien le décor, qui dit que ce média doit être citoyen, doit être antiraciste, écologiste, humaniste, etc. Et bon, je pense que dans le paysage médiatique actuel en France, c'est absolument essentiel qu'on ait un média de masse qui corresponde à ce manifeste-là. C'est une société coopérative d'intérêt collectif. Et ça fait toute la différence. On n'est pas juste des consommateurs, on est aussi des acteurs et des gestionnaires d'une entreprise indépendante à la mesure de l'investissement qu'on veut mettre pour son développement. Et il me semble que c'est primordial et que c'est au contraire très porteur d'espoir ce format-là. Et il faut vraiment qu'il perdure et qu'on le soutienne. Donc, vous êtes confiant, on va réussir à atteindre ces 10 000 donateurs par mois? Bah oui. Pas de souci, en fait, il n'y a pas de raison. Vous l'avez compris, on a besoin de ces 10 000 donateurs pour que le média puisse survivre. Mais pas que. On prépare aussi l'avenir. Et on veut construire avec vous, construire ensemble, et notamment sur un projet, celui d'entrer sur la TNT francilienne. Et pour ça, je vais parler avec Marion Lopez, journaliste, mais qui est aussi membre du directoire et qui a beaucoup travaillé sur ce projet TNT, Marion. On tente la TNT en Île-de-France, que évidemment on continuera à faire ce qu'on fait déjà, la chaîne nationale, comme tout le monde la connaît et ça c'est important. Ce serait une chaîne différente de celle du média, on va pas faire exactement la même chose, parce que comme je l'ai dit, la chaîne du média ne bouge pas, donc c'est une proposition nouvelle, une chaîne peut-être un peu plus ouverte déjà, et on a une audition courant juin où on va devoir défendre notre projet et voir si on nous accorde ce nouveau canal donc sur la TNT francilienne. Merci beaucoup Marion, comme vous venez de l'entendre. On a besoin de votre soutien, besoin que vous fassiez partie de cette aventure collective, car dans l'année présidentielle 2027, l'année de l'élection présidentielle, on a besoin d'avoir un média fort aussi bien sur le 24/7, le média que vous connaissez tous, et bientôt sur la TNT Île-de-France. Et la TNT Île-de-France nous permettra d'accéder normalement à toutes les boxes, donc on sera presque sur la TNT nationale. Et pour ça, effectivement, on a besoin de votre soutien. Merci Marion.
Ah, pardon, on continue, parce que l'avenir du média, c'est pas que la TNT, c'est aussi la saison prochaine, et pour ça, on va en parler avec le coordinateur de la rédaction, c'est comme ça qu'on l'appelle ici, Nicolas Maillard. Bon, Nico, justement, je te cherchais, j'ai fait le tour de la rédaction et de tout le monde dans ce média, et il me manquait le coordinateur de la rédaction, car en fait, j'ai plein de questions à te poser. 10 000 donateurs, c'est ce qu'on veut mensuellement, ça nous permettrait de faire quoi ? 10 000 donateurs, c'est la survie du média, déjà. Et 10 000 et plus, ce serait aussi développer nos nouveaux programmes. On a Symptômes critiques que les abonnés, les sociétaires ont déjà pu découvrir, qui est notre nouveau mag santé. On a Géostratégie, qui est notre nouvelle émission internationale. On prépare d'autres surprises. Je sais pas trop si je peux en parler, mais elle est une petite exclue. Alors, un petit exclu, il y a Data Critique, que pour nos élections présidentielles, ça va être bien de s'intéresser aux chiffres, et notamment à la parole médiatique, et décortiquer un petit peu tous ces chiffres, etc. Et pour ce cap sur les 10 000 donateurs et cette année 2027, juste pour que ce soit clair, tout à l'heure, Marion nous a parlé de la TNT, avec une offre différente sur la TNT Île-de-France du média, et on conserve ce qui est actuel. Alors, on conserve les succès du média, ça c'est sûr, c'est forcément que des programmes en plus. On veut vraiment centrer cette antenne francilienne justement sur le terrain, sur la société, sur le territoire, on va dire. Donc, que ce soit à travers les luttes sociales, mais aussi des portraits de travailleurs ou de travailleuses. Je pense aussi à la culture, qui va être un sujet essentiel pour le média. Vous ne savez pas, mais j'espère qu'on pourra mettre en place une émission culture aux médias. Et donc, du coup, les 10 000 donateurs par mois, c'est important pour moi, mais pour l'ensemble de l'équipe. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Malheureusement, je n'ai pas pu vous présenter tous les techniciens. Mais pourquoi je n'ai pas pu vous les présenter ? Parce qu'ils sont derrière la caméra. Donc là, face à moi, il y a Valentin Peggy, qui filme, qui m'a beaucoup filmé aujourd'hui. Derrière moi, il y a Clara Morel, qui est aussi derrière la caméra. Et qui tient le micro, là, ici, c'est Jordan Escoda. Donc l'équipe technique est là. Vous avez vu qu'elle nous a proposé aujourd'hui un programme en immersion au sein du média. Ils n'ont pas pu prendre la parole, mais ils la prendront plus tard. Il y a d'autres programmes où on pourra leur demander justement quel est leur avis et leur point de vue sur ce média, pourquoi ils ont choisi de bosser dans ce média-là. En tout cas, nous, on a besoin de vous l'avez compris, on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre solidarité afin qu'on puisse atteindre ces 10 000 donateurs par mois. C'est important pour le média, vous l'avez compris, on en a besoin pour notre survie, mais on en a aussi besoin pour construire l'avenir, et notamment l'année 2027, une année présidentielle, une année déterminante pour l'histoire politique française. Donc on compte sur vous, et on espère bien sûr que vous serez avec nous dans cette aventure. Merci à vous.